Tu n'es même pas une vraie mère. Tu les as juste ramassés dans la rue. C'est ce que ma belle-sœur a hurlé, en balançant sa main pour me gifler en plein visage, juste sous les yeux paniqués et remplis de larmes de mes enfants. Elle était arrogante, mais elle n'avait absolument aucune idée que cette gifle venait, à elle seule, de briser le distributeur automatique invisible qui payait son hypothèque depuis 3 ans. L'instinct d'officier de la marine s'est activé en moi. Je n'ai pas paniqué. J'ai essuyé le coin de ma bouche, j'ai souri froidement, et j'ai regardé droit dans les yeux la personne qui venait de me frapper. Tu as exactement 10 secondes, ai-je murmuré, tandis qu'un sourire impitoyable s'épanouissait sur mes lèvres. Avant de continuer, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous voulez vraiment connaître la fin de cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. La vive sensation de brûlure sur ma joue gauche m'a projeté en arrière, me faisant revivre 3 décennies d'humiliations aiguës et délibérées, en moins d'un battement de cœur. J'ai grandi écrasé sous l'ombre étouffante de mon frère aîné, Ethan, l'incontestable enfant prodige de la famille Ortiz. Le contraste entre nous n'était pas subtil. Il était systémique. Il était architectural. Il était ancré dans chaque jour férié, chaque anniversaire, et chaque conversation de table que mes parents ont jamais eue. C'était comme un conseil d'administration où l'on ne m'avait jamais accordé de siège. Quand Ethan a eu 18 ans, mon père a organisé une fête dans le jardin, avec un quartet de jazz en direct, du champagne importé, un gâteau en pâte à sucre à 3 étages, et un toast qui a duré 4 minutes. Il a qualifié Ethan d'avenir du nom de la famille, de joyau de la couronne, de celui qui porterait l'héritage Ortiz jusque dans les salles de réunion de Manhattan. Ensuite, il lui a tendu les clés d'une BMW bleu nuit flambant neuve, ornée d'un ruban blanc sur le capot, ainsi qu'un chèque en blanc pour payer ses frais de scolarité dans une université de l'Ivy League afin d'y étudier la haute finance. Tous les proches présents ont applaudi. Ma mère a pleuré des larmes de joie dans un mouchoir en soie. 2 ans plus tard, pour mon 18e anniversaire, j'ai reçu une carte de vœux de supermarché, avec un billet de 50 € glissé à l'intérieur. Ma mère m'a rappelé, les lèvres pincées, que le dîner était à 18 h, que je devais porter quelque chose de présentable, et que je ne devais pas en faire toute une histoire. C'était juste un mardi, pas de gâteau, pas de toast, et les clés de rien du tout. Je me suis assise à cette table à manger, regardant mes parents s'extasier devant les photos du dernier stage d'Ethan, épinglées sur le réfrigérateur. Et j'ai réalisé, avec la clarté calme et absolue d'une personne lisant son propre dossier médical, que je ne serais jamais assez bien pour ces gens. Non pas parce que j'avais échoué, mais parce que je n'avais jamais été inscrite à la compétition. J'ai franchi la porte d'un bureau de recrutement militaire stérile, le lundi matin suivant. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus d'un bureau en métal couvert de brochures. Un sergent, aux mains calleuses et à la coupe en brosse, m'a regardé droit dans les yeux, me demandant si je comprenais dans quoi je m'engageais. Je lui ai répondu que oui. J'ai signé de mon nom, échangeant les abonnements au country club et l'été de l'après-midi, contre de lourdes bottes de combat, des courses de conditionnement à 4h30 du matin sous une pluie glaciale, et une formation hautement classifiée en cyberguerre tactique. La houllaire recyclée avait le goût de l'acier froid et des circuits imprimés brûlés. Mes parents ont traité mon enrôlement comme une trahison personnelle. Ma mère a dit à son club de lecture que je traversais une phase de rébellion, et que je finirais par retrouver la raison. Mon père a complètement cessé de parler de moi lors des dîners de famille, comme si la chaise sur laquelle je m'asseyais était tout simplement vide. Pendant ce temps, je me forgeais une colonne vertébrale faite d'une discipline de fer, dans des endroits qu'ils n'auraient pas su pointer sur une carte. Et de leur côté, ils étaient trop occupés à polir le château de cartes chancelant d'Ethan pour le remarquer ou s'en soucier. Au fil des années, j'ai enduré le snobisme implacable et militarisé de ma belle-sœur, Patricia. Je l'ai fait avec la patience calculée d'un tireur d'élite, tapi dans sa cachette, comptant ses battements de cœur. Je me souviens d'un dîner de Thanksgiving avec une précision chirurgicale. La table en acajou était dressée avec la porcelaine importée de ma mère. Des bougies vacillaient dans des bougeoirs en argent. Patricia était assise juste en face de moi. Elle a fait teinter sa flûte de champagne en cristal contre le verre de mon frère, puis a tourné la tête, pour jeter un regard long, délibéré et pitoyable sur mon blazer bleu marine, taillé sur mesure mais sans marque. Elle a soupiré, assez fort pour que toute la table l'entende, a tamponné le coin de ses lèvres brillantes avec une serviette en lin, et s'est penchée vers ma mère avec un murmure faussement compatissant. « Ça doit être tellement dévastateur », a-t-elle dit, en faisant tourner le champagne dans son verre,
d'être coincée avec un petit salaire du gouvernement comme ça. Que Dieu la bénisse. Elle l'a dit de la même manière dont on parlerait du chien malade d'un voisin, qu'on aimerait que quelqu'un pique pour abréger ses souffrances. J'ai exécuté 4 cycles délibérés de respiration tactique sous la table. Mes bottes étaient à plat contre le parquet, ma posture rigide, mon expression ne révélant absolument rien. J'ai catalogué ces mots, non pas comme une blessure, mais comme un renseignement. Comme une preuve, que je rangerais dans un tiroir verrouillé à l'intérieur de mon crâne, pour la ressortir au moment exact où elle lui causerait le plus de dévastation. Le véritable effondrement s'était produit exactement 3 ans avant cette fameuse gifle au barbecue. C'était un mardi soir. Une pluie battante martelait les fenêtres de mon salon, si fort que les vitres tremblaient dans leur cadre en bois. On a sonné à la porte à 23h30. J'ai ouvert, et j'ai trouvé l'enfant prodige debout sur mon porche, complètement dépouillé de chaque couche d'armure arrogante qu'il avait jamais portée. Il était pâle, tremblant. La sueur avait complètement trempé son costume italien sur mesure à 4000 €, assombrissant le tissu sur sa poitrine et sous ses bras. Il avait été licencié sans cérémonie cet après-midi-là, et banni définitivement de l'ensemble du secteur financier, pour de graves et indéniables violations de délits d'initiés. Sa réputation immaculée sur Wall Street, si soigneusement entretenue, avait été réduite en ruine fumante et calcinée du jour au lendemain. La banque tournait déjà autour de son immense manoir, préparant les documents de saisie, se disputant sa carcasse avant même qu'elle ne soit froide. Il est passé devant moi en titubant pour entrer dans le salon, s'est effondré sur mon canapé, et a pleuré comme un enfant terrifié. La morve coulait librement dans ses paumes ouvertes, et ses luxueuses chaussures en cuir italien faisaient goûter l'eau de pluie sur mon parquet. Il m'a supplié, d'une voix brisée et éraillée, de ne rien dire à notre mère. Je ne l'ai pas aidé par amour fraternel et chaleureux. Je ne l'ai pas fait non plus par une quelconque obligation familiale résiduelle. Je l'ai fait strictement, et exclusivement, pour protéger ma mère vieillissante et fragile. Je voulais lui épargner le choc cardiaque fatal de découvrir que son fils en or, sa fierté, l'œuvre de sa vie, n'était qu'un criminel en disgrâce dont le visage serait placardé sur tous les sites d'information financière dès le lendemain matin. J'ai mis à profit mon score de crédit militaire irréprochable, mon habilitation de sécurité de haut niveau, et les rendements massifs de mes investissements dissimulés, que j'avais méthodiquement accumulés pendant 2 décennies. J'ai assumé, en silence, le fardeau étouffant de son hypothèque exorbitante. Je suis devenu le distributeur automatique invisible. La seule condition que j'ai exigée en retour était son silence absolu et permanent. Je me suis assise dans mon fauteuil, et je l'ai regardé essuyer ses larmes, puis se moucher dans un mouchoir froissé. Ensuite, j'ai vu son visage se recomposer en temps réel, pour reprendre son masque d'arrogance par défaut. C'était comme regarder un reptile muet et se débarrasser de sa peau vulnérable, à la seconde exacte où la confirmation de mon virement bancaire a fait biper son téléphone. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas demandé comment je pouvais me le permettre. Il a réajusté sa cravate, a passé ses doigts dans ses cheveux mouillés, et a franchi ma porte d'entrée sans se retourner. Comme si les 45 dernières minutes de sanglots sur mon canapé n'avaient jamais existé. J'ai enfermé ce secret toxique dans le coffre-fort le plus sombre de mon esprit, et je l'ai verrouillé à double tour. Je venais d'armer la bombe qui finirait par le détruire. Je ne connaissais tout simplement pas encore la longueur de la mèche. La lueur bleue, froide et perçante du centre de commandement stratégique du US Fleet Cyber Command, était pour moi bien plus un foyer que n'importe quelle maison que ma famille ait jamais possédée. Je passais mes journées entouré du faible bourdonnement électronique des serveurs, traitant les données sur les menaces provenant de 6 continents. Je portais le poids immense des matrices de menaces mondiales sur mes épaules, neutralisant les intrusions informatiques internationales avant même que la plupart des Américains n'aient fini leur café du matin. Je n'étais pas le petit soldat subalterne du gouvernement que Patricia imaginait, lorsqu'elle pratiquait ses hochements de tête pitoyables à l'autre bout de la table. J'étais un officier supérieur, hautement accrédité, opérant dans les profondeurs de la défense nationale, là où une seule mauvaise décision pouvait déclencher un incident international. Mon salaire militaire officiel était, à lui seul, déjà substantiel. Mais les investissements immobiliers et boursiers agressifs, méticuleusement calculés, que je faisais fructifier depuis plus de 20 ans, m'avaient discrètement rendu plusieurs fois millionnaire. Et tout cela, en opérant totalement en dehors des radars de Patricia. Chaque fois qu'elle se penchait à travers la table lors d'un dîner de famille, empestant son parfum floral étouffant, et qu'elle proposait de payer mon café avec une inclinaison de tête compatissante. La sinistre ironie de la situation crispait physiquement ma mâchoire jusqu'à m'en faire mal aux dents.
Mon portefeuille d'investissement caché était la seule chose qui se dressait entre elle et une boîte en carton derrière un centre commercial. Je rentrais chaque soir chez le seul être humain sur cette planète qui m'empêchait de me transformer entièrement en pierre. Mon mari, David, avait conçu notre maison lui-même. Chaque pièce portait sa signature, des lignes épurées, une lumière naturelle inondant l'espace à travers des fenêtres surdimensionnées. Du bois de cèdre chaleureux était intégré dans les étagères et les rampes d'escalier, remplissant toute la maison d'un parfum qui signifiait la sécurité, d'une manière qu'aucune habilitation de sécurité ne pourrait jamais égaler. Il était assis à son immense table à dessin en chêne dans le bureau, lorsque je passais la porte. Il traçait des plans architecturaux d'une main ferme et précise, une tasse de thé noir refroidissant près de son coude. Il ne me demandait jamais de rapport sur ma journée. Il ne bronchait jamais face à mes longs silences. Il se levait simplement de sa chaise, traversait la pièce, pressait doucement son front chaud contre le mien, et me tenait là, respirant lentement, jusqu'à ce que mes épaules verrouillées finissent par se relâcher. La lourde armure de commandant tombait, dans cette maison. Uniquement dans cette maison. Uniquement avec lui. L'arme la plus cruelle que la famille Ortiz brandissait contre moi n'impliquait ni l'argent, ni le statut. Elle prenait vie dans la salle à manger, à chaque réunion de vacances, murmurait entre les gorgées de vin et les bouchées de dinde. Pendant des années, j'ai enduré Patricia se penchant à l'oreille de ma mère, sa voix modulée à ce volume précis, conçu pour être entendue. Elle chuchotait les mots stériles, échec, et quel dommage. Tout en jetant des regards dans ma direction, ma mère soupirait lourdement, secouait la tête avec une déception théâtrale, puis fixait sur moi ses yeux fatigués et accusateurs, par-dessus la purée de pommes de terre. Les questions arrivaient chaque mois de décembre, sans faute, devenant chaque année plus agressives, quand allais-je remplir mon devoir de femme? Pourquoi refusais-je de donner un héritier à la famille? Avais-je songé à me faire examiner? Parce que, sûrement, quelque chose n'allait pas chez moi. Je serrais mon verre d'eau sous la table jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches, absorbant chaque chuchotement venimeux, chaque hochement de tête déçue, chaque cercle de prière de Noël où ma mère demandait publiquement à Dieu de bénir mon ventre vide. Tout cela, sans renverser une seule goutte de mon verre, et sans élever la voix une seule fois. La vérité était une grenade, dont je tenais la goupille dégoupillée depuis 17 ans. J'étais en parfaite santé. Mon corps n'était pas celui qui portait le diagnostic. C'était David qui avait été diagnostiqué avec une infertilité masculine sévère et irréversible. Je m'étais assise à côté de lui, dans ce cabinet médical stérile, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de nous. Le papier fin de la table d'examen crépitait sous son poids, et j'ai vu son visage s'effondrer lorsque le spécialiste a annoncé les résultats, d'un ton clinique, plat et monotone. Ses mains sont devenues inertes sur ses genoux, sa mâchoire s'est verrouillée. Il a fixé un poing sur le mur, derrière la tête du médecin, et n'a pas scié pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. J'ai pris la décision tactique la plus calculée et la plus délibérée de ma vie, dans cette pièce. J'ai choisi de m'attribuer entièrement la faute médicale. Je me suis placé directement sur la ligne de tir, et j'ai ancré mes bottes au sol pour protéger sa fierté, sa masculinité et sa dignité, face au jugement conservateur, ignorant et implacablement cruel de ma famille. J'ai absorbé chaque murmure sur la femme stérile à chaque dîner de fête, pendant 17 années consécutives. Chaque soupir déçu, chaque humiliation lors des cercles de prière. J'ai verrouillé cette vérité si profondément en moi, qu'elle est devenue une partie de mon squelette. Un vœu silencieux et incassable, qui nous liait, David et moi, dans une loyauté que ma famille de sang ne pouvait même pas commencer à comprendre. Nous avons adopté Zara lorsqu'elle avait 4 ans, et Chloé alors qu'elle n'était qu'un nouveau-né. Les démarches administratives ont pris 11 mois angoissants, faits de formulaires, d'entretiens et d'inspections à domicile. L'amour, lui, n'a pris que 11 secondes. J'ai tenu Chloé pour la première fois dans un bureau gouvernemental froid, qui sentait l'encaustique et le vieux papier. Son minuscule petit poing, incroyablement petit, s'est refermé sur mon index, avec une poigne qui a semblé m'ancrer au sol. La guerre à l'intérieur de ma poitrine, celle qui faisait rage depuis mes 18 ans, s'est tue pour la première fois de ma vie d'adulte. David se tenait derrière moi, sa main chaude et lourde sur mon épaule, des larmes coulant silencieusement sur ses 2 joues, ses mains d'architecte tremblantes. Nous avons construit notre forteresse à partir de cet instant, brique par brique, sur une fondation de vérité absolue, de sacrifice, et d'une loyauté assez féroce pour mettre le feu à tout ce qui oserait la menacer. Le barbecue annuel du 4 juillet de ma mère tombait un samedi, cette année-là.
La maison s'étendait sur un terrain de banlieue impeccablement entretenu de près d'1 hectare, bordé de clôtures blanches. Des drapeaux américains claquaient sur de hauts mâts, dans l'air épais de l'été. J'ai balayé la propriété du regard à l'instant même où nous avons franchi le portail latéral. Le ratissage tactique s'effectuait automatiquement, avant même que mon esprit conscient n'ait fini d'enregistrer la scène. Le service de restauration était excessif, un cochon entier rôti à la broche, 3 tables de desserts différentes, un barman préparant des cocktails derrière un bar en acajou loué pour l'occasion. Les rires qui flottaient sur la pelouse étaient creux et surjoués, le genre de bruit que font les gens lorsqu'ils sont plus soucieux d'être vus que d'être heureux. La liste des invités était gonflée de connaissances superficielles, de collègues de ma mère membres de son conseil de charité, et de couples du quartier invités purement pour la forme. J'ai identifié les sorties, les angles morts derrière le pool house, et le groupe exact de chaises de jardin rembourrées, près de l'immense barbecue extérieur, où mon frère tenait sa cour, une bière artisanale suant dans sa main. Patricia était drapée de façon décorative à son bras, dans une toute nouvelle robe d'été de créateur qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de certaines familles. Elle riait fort, artificiellement, rejetant ses cheveux méchés sur une épaule, complètement intoxiquée par sa propre importance, creuse et fabriquée de toutes pièces. Je me suis retiré sur le patio en pierre ombragée, à l'extrémité de la propriété. Je me suis instantanément retrouvé flanqué de 3 officiers de la marine en permission, qui avaient accepté mon invitation à l'événement. Nous avons formé un périmètre lâche et confortable, tenant des bouteilles d'eau minérale froide et perlée de condensation, discutant de mise à jour de protocoles réseau de bas niveau, et des calendriers de rotation des futurs déploiements, d'un ton calme et mesuré. Leur présence physique solide et imposante servait de tampon tactique vital contre les interrogatoires intrusifs de ma famille, et les remarques passives-agressives qui dérivaient sur la pelouse comme de la fumée secondaire. Entouré d'hommes et de femmes qui avaient gagné ma confiance par le feu et la discipline, et non par le hasard d'une génétique partagée, je me suis autorisé à prendre une vraie, profonde respiration. Le respect inconditionnel et la camaraderie silencieuse de mes pairs m'ont envahi comme de l'eau claire, un contraste brutal et saisissant avec le mépris qui émanait de ma propre famille de sang, à 30 mètres de là. Depuis mon point d'observation sur le patio, je regardais mon frère près du barbecue, tenant cette bière artisanale. Il affichait le sourire crispé et paniqué d'un homme qui savait que toute son existence n'était qu'une fraude méticuleusement construite, financée par la sœur qu'il ignorait ouvertement. Il a croisé mon regard une fois à travers la pelouse bondée, a soutenu mon attention pendant exactement 2 secondes, puis a détourné les yeux et a pris une longue gorgée de sa bouteille. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon eau, et j'ai senti un dégoût froid et clinique me tapisser le fond de la gorge, comme de la bile. Ma conscience de la situation a soudainement connu un pic violent, avant même que mon esprit n'en enregistre la cause. Je me suis arrêté au milieu d'une phrase, coupant un collègue en pleine blague sur un drone défectueux. Mes yeux se sont verrouillés sur une agitation soudaine, près du bord glissant, à l'autre bout de la piscine. Le bourdonnement ambiant des bavardages de la fête s'est effondré en un rugissement sourd et blanc dans mes oreilles. J'ai aperçu ma plus jeune fille, Chloé, s'éloignant d'un groupe serré d'enfants plus âgés près du grand bain. Ses petites épaules tremblaient de façon incontrôlable. Son visage était enfoui dans ses 2 mains. Elle courait à l'aveuglette, trébuchant sur le béton mouillé, se dirigeant droit vers moi. J'ai posé mon verre sur la table du patio avec un tintement sec et définitif. Chaque muscle de mon corps s'est tendu à l'extrême. Le mode mère s'est désactivé. Le mode commandant paré au combat a pris le relais. Chloé s'est écrasée contre mes jambes avec suffisamment de force pour me faire reculer d'un demi-pas. Elle a enfoui son visage trempé de larmes profondément dans le tissu épais de mon jean. Tout son corps tremblait si violemment que je pouvais sentir les vibrations dans mes rotules. Je me suis baissé dans une position défensive accroupie, ignorant instantanément les restes brisés de sa boisson renversée qui s'étalait sur le béton, et j'ai enroulé mes bras pour former une cage physique impénétrable autour de son petit corps haletant. Sa poitrine était secouée de spasmes et de halètements si frénétiques, si à vif, qu'on aurait dit le bruit d'un enfant en train de se noyer sur la terre ferme. J'ai pressé ma bouche près de son oreille, et j'ai utilisé ce ton grave et parfaitement calibré que j'avais passé des années à intégrer dans ma mémoire musculaire. Respire. Lentement. Compte jusqu'à 4. Fais ton rapport. Dis-moi ce qui s'est passé. Les 3 officiers de la marine derrière moi ont fait 2 pas délibérés en arrière sans dire un mot. La posture détendue avait disparu de leurs épaules, car ils reconnaissaient quelque chose qu'ils avaient vu des dizaines de fois sur le terrain, un officier supérieur en plein processus d'évaluation d'une victime. La bande-son chaotique et bourdonnante du barbecue a semblé s'évaporer entièrement.
Plus rien n'existait, à l'exception de cette bulle de concentration intense et étouffante que je venais de créer autour de ma fille, et du son saccadé et brisé de sa respiration, luttant contre les sanglots bloqués dans sa poitrine. Elle a levé le visage vers le haut. Ses yeux étaient si brisés, si dévastés, que l'expression qui s'y lisait n'avait sa place sur le visage d'aucun enfant de 10 ans ayant jamais vécu. Les larmes avaient creusé des sillons humides et brillants sur ses deux joues. Sa lèvre inférieure tremblait si fort que ses dents claquaient. Elle luttait pour faire sortir les mots à travers le nœud épais de sanglots qui obstruait sa gorge. Chaque syllabe sortait fissurée et ruinée. Lucas. Lucas a dit qu'il a dit que Zara et moi, on est juste des déchets de charité. Qu'on ne partage pas le sang de cette famille. Que tu nous as juste ramassés parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Que tu n'es pas une femme normale. Les mots m'ont frappé comme des éclats d'obus déchiquetés déchirant du Kevlar. Chacun d'eux a déchiré des tissus que je croyais sincèrement blindés et hors d'atteinte. La réalisation angoissante a explosé avec la force d'un engin explosif improvisé, IED, au centre de ma poitrine. La haine venimeuse et fabriquée de Patricia et Ethan n'était pas restée entre adultes. Elle ne s'était pas cantonnée à la table du dîner. Elle avait rampé jusqu'à la génération suivante, avait infecté la bouche d'un garçon de 14 ans, et l'avait utilisée comme arme pour arracher le cœur de la poitrine de ma fille de 10 ans, au bord d'une piscine, lors d'une fête du 4 juillet. Un calme glacial et mortel a instantanément inondé ma circulation sanguine, outrepassant toute trace de chagrin maternel, pour le remplacer par quelque chose de bien plus dangereux. L'intégralité de ma structure psychologique est passée d'une posture défensive à un mode d'exécution total et intransigeant, en moins de 2 secondes chrono. Je me suis levé lentement, de toute ma hauteur, vertèbre par vertèbre, jusqu'à me tenir au garde à vous, rigide. Mon visage s'est durci pour devenir un masque méconnaissable et sans émotion, taillé dans la pierre polie. J'ai poussé Chloé doucement, mais fermement, derrière moi, la guidant dans les bras de David, alors qu'il nous rejoignait dans un sprint effréné. Son visage était blanc, et ses yeux flambaient déjà. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas couru. J'ai exécuté une marche lente, délibérée et d'une précision terrifiante, à travers le patio cuit par le soleil, en direction du bord opposé de la piscine. Là se tenait mon neveu de 14 ans, Lucas, avec un sourire narquois, aux côtés de ses 2 frères aînés, Diego et Matteo. Chaque pas lourd de mes bottes frappant le béton semblait aspirer la pression de l'air de toute la cour. Les conversations sont mortes au milieu d'un mot. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Mes yeux se sont verrouillés sur le garçon comme un système de ciblage acquérant une signature hostile. Ils ont dépouillé ce sourire narquois arrogant et irrité, que ses parents lui avaient appris à porter, pour le remplacer par une terreur animale, soudaine et paralysante, avant même que je n'ai ouvert la bouche pour parler. Ses frères aînés ont fait un pas silencieux sur le côté, l'abandonnant avec la lâcheté instinctive de la lignée de leur père. Je me suis arrêté à quelques centimètres de mon neveu, envahissant son espace personnel avec une autorité si écrasante et étouffante qu'il a reculé brusquement, assez fort pour presque perdre l'équilibre sur la terrasse mouillée de la piscine. J'ai projeté ma voix, basse, incroyablement stable, et si précisément ciblée qu'elle a tranché net à travers le bruit persistant de la fête, comme une lame à travers du papier. Lucas, regarde-moi dans les yeux. Réponds-moi. Zara et Chloé sont mes filles et portent le nom Patel. Elles font partie de cette famille, reconnue de façon permanente par la loi et par l'amour. À partir de cette seconde, si j'entends un seul autre mot insultant sortir de ta bouche, à l'encontre de tes sœurs, tu le regretteras en payant le prix le plus élevé que tu puisses imaginer. M'as-tu entendu? Le garçon est devenu blanc comme un linge. Chaque goutte de sang a déserté son visage, comme si quelqu'un en avait arraché le bouchon. Ses lèvres tremblaient violemment. Il a hoché la tête une fois, puis une autre, puis frénétiquement, incapable de produire la moindre syllabe. Ses yeux brillaient sous la morsure soudaine et humiliante des larmes qu'il luttait pour réprimer. Avant même que je ne puisse reculer d'un pas, un verre à vin en cristal a explosé contre les pierres du patio, juste derrière moi. Le craquement vif et violent du verre brisé a fendu le silence comme un coup de feu. J'ai tourné la tête. Patricia chargeait à travers la pelouse bien entretenue. Elle était pieds nus, ayant abandonné ses sandales de créateur quelque part derrière elle. Son visage était contorsionné en un rictus si hideux qu'il effaçait toute trace du masque de haute société, qu'elle avait passé une décennie à se coller sur la figure. Elle a fait irruption dans mon espace personnel, assez près pour que je puisse sentir l'odeur du champagne dans son haleine,
ainsi que la douceur lourde et écœurante de son parfum hors de prix. Elle a écarté un morceau de verre brisé d'un coup de pied sans baisser les yeux, ignorant complètement les dizaines d'invités figés et stupéfaits qui la dévisageaient de tous les coins de la cour. Elle a pointé un doigt manucuré, tremblant violemment, directement au centre de ma poitrine. Tout son corps vibrait d'une hystérie si totale qu'elle avait englouti tout instinct de conservation restant. Elle a hurlé à plein poumon, des postillons volant de ses lèvres déformées. « Mais qu'est-ce que tu fais à mon fils ? Reste loin de lui, espèce de garce !» Sa voix était un cri perçant qui a fendu l'air épais de l'été, pour rebondir contre le mur arrière de la maison. Absolument toutes les personnes présentes la regardaient désormais. La scène qu'elle avait exigée était à elle. Avant que je ne puisse déplacer mon poids, même pour adopter une posture défensive basique, elle a balancé son bras droit, en mettant tout le mouvement de torsion imprudent de son corps dans la frappe. La gifle a atterri avec un claquement fort et écœurant sur ma mâchoire. Le choc a fait pivoter ma tête sur le côté avec une telle force, que ma vision s'est troublée pendant une demi-seconde. L'arrière-cour entière s'est figée dans un silence de mort, si étouffant et total, qu'il semblait que l'air lui-même avait cessé de bouger. Quelqu'un, près du bar, s'est précipité vers l'enceinte et a coupé la musique. Le seul son qui subsistait, dans cette immense cour bondée, était le faible bourdonnement mécanique du filtre de la piscine, brassant l'eau en arrière-plan. Patricia ne s'est pas arrêtée là. Elle a immédiatement fait suivre l'agression physique d'un barrage fulgurant de poison psychologique pur. Chaque mot était conçu pour infliger un maximum de dégâts, devant le plus grand public possible. Pour qui te prends-tu pour ouvrir ta bouche et discipliner mon fils ? Tu n'es qu'une femme stérile et pathétique, qui a dû ramasser des bâtardes orphelines, juste pour dissimuler ton propre échec. Tu es jalouse de ma famille, jalouse de mes enfants biologiques, qui portent le pur sang Ortiz. Du coin extrême de ma vision périphérique, j'ai vu mon mari, David, s'élancer en avant comme un mur de muscles et de violence à peine contenu. Ses yeux flambaient d'une intention unique et dévorante, la retirer physiquement de mon périmètre. J'ai levé une seule main rigide, sans tourner la tête. Il s'est arrêté net dans son élan, comme s'il avait percuté une barrière en béton. Mon ordre silencieux a pris le pas sur sa rage, avec le caractère absolu et définitif d'un câble d'acier qui se tend d'un coup sec. L'un des officiers de la marine derrière moi avait instinctivement porté la main à sa ceinture avant de se retenir. Un autre avait déjà son téléphone à moitié sorti, prêt à composer un numéro. J'ai abaissé ma main lentement. J'ai levé le bras, et de mon pouce, j'ai essuyé une petite goutte de sang à la commissure fendue de ma lèvre inférieure. J'ai regardé la tache rouge sur ma peau, puis j'ai goûté la saveur métallique et prononcé du cuivre sur ma langue. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas reculé d'un pas. J'ai regardé Patricia droit dans ses yeux écarquillés, dilatés et frénétiques, et j'ai laissé un sourire terrifiant, vide et prédateur, s'étirer lentement, délibérément, sur mon visage en sang. Tu as exactement 10 secondes pour quitter cette propriété, avant que je n'appelle la police militaire et les forces de l'ordre local pour te faire traîner menotté, pour agression sur un officier en service actif. Ma voix dépassait à peine le murmure. Elle portait le poids écrasant et immuable d'une garantie absolue, soutenue par la loi fédérale et par 23 ans d'autorité militaire. L'expression sauvage et triomphante de Patricia a vacillé. L'arrogance s'est fissurée pendant exactement une seconde, et derrière, j'ai vu quelque chose de petit et de terrifié pointer le bout de son nez, avant qu'elle ne le chasse d'un battement de cils. Mon frère Ethan s'est extirpé précipitamment de la foule paralysée. Son visage était complètement vidé de ses couleurs. La sueur coulait en ruisseaux invisibles le long de ses tempes, et tout son corps irradiait l'odeur acre et acide de la peur pure. Il s'est placé nerveusement devant sa femme, les deux paumes levées, se positionnant comme un bouclier humain. Et il s'est lancé dans la performance de manipulation psychologique, gaslighting, la plus pathétique et la plus transparente que j'ai jamais vue de toute ma carrière. Allez, Amber. Tu surréagis. Calme-toi. C'est juste une mère qui protège son gosse. C'est toi qui es venu et qui a commencé ça. N'en fais pas toute une montagne. Laisse tomber. Nous sommes de la même famille. J'ai regardé mon frère. L'homme dont je payais silencieusement l'hypothèque depuis 3 ans. L'escroc en disgrâce, dont les enfants fréquentaient des écoles privées d'élite grâce à mon argent. Le lâche, qui avait sangloté sur mon canapé et supplié mon aide, et qui se tenait maintenant devant la femme qui venait de m'agresser physiquement et de traiter mes filles de bâtardes orphelines, me demandant de laisser tomber, parce que nous sommes de la famille. J'ai senti ma lèvre fendue se retrousser.
Un dégoût si pur, si concentré, qu'il avait le goût de l'acide de batterie, dissolvant le dernier fil survivant de toute connexion que j'avais jamais ressentie envers lui. Je surréagis, Ethan? Très bien. Profite des quelques jours de paix qu'il te reste. J'ai soutenu son regard assez longtemps pour voir une goutte de sueur perler, et couler le long de son cou jusque dans son col. Puis j'ai adressé un signe de tête bref et sec à David. Nous avons évacué le périmètre en formation serrée et délibérée. Zara et Chloé étaient protégées entre nos corps, laissant derrière nous les ruines brisées et chuchotantes de ce barbecue, comme un bâtiment en feu. Un incendie pour lequel je ne gaspillerai jamais une seule goutte d'eau pour tenter de l'éteindre. Je n'aurais jamais cru que les personnes qui partageaient mon sang seraient celles qui me planteraient un couteau dans le dos. Si vous avez déjà eu à couper les ponts avec une famille toxique pour protéger votre paix, frappez ce bouton j'aime tout de suite. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car le silence ne fait que protéger les agresseurs. Le long trajet du retour a été englouti par un silence si épais et étouffant qu'il pressait contre les vitres teintées du SUV, telle la pression de l'eau dans les profondeurs de l'océan, donnant l'impression que le véhicule était une capsule scellée, s'enfonçant lentement dans l'obscurité. Dans le rétroviseur, mes filles étaient blotties l'une contre l'autre sur la banquette arrière. Le bras fin de Zara s'était enroulé de manière protectrice autour des épaules tremblantes de Chloé. Leurs deux visages étaient creux et choqués par l'explosion de violence dont elles venaient d'être témoins, perpétrée en plein jour par des gens qui étaient censés être leur famille. David agrippait le volant en cuir jusqu'à ce que ses jointures deviennent d'un blanc d'os, sous la lueur bleue et crue des instruments du tableau de bord. Un muscle de sa mâchoire tressaillait de façon rythmique, les tendons de son cou étaient tendus comme les câbles d'un pompon suspendu. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge, sur une route de banlieue déserte. La lueur néon saignait en cramoisi sur le pare-brise éclaboussé par la pluie. Il ne bougeait pas. Il ne me regardait pas. Quand sa voix a fini par briser ce silence insoutenable, elle est sortie épaisse, enrouée, et chargée d'une culpabilité si angoissante que je pouvais la sentir peser contre moi depuis le siège du conducteur, comme un poids physique. Je suis désolé, Amber. J'aurais dû la jeter dehors. Je n'aurais pas dû te laisser m'arrêter. J'ai tendu fermement la main par-dessus la console centrale, ma main se refermant durement sur son épaule tendue et rigide. J'ai pressé une fois, profondément, transmettant une résolution absolue et inébranlable par la pression de ma poigne. Je voulais m'assurer qu'il comprenait que je n'étais pas une victime ayant besoin d'être secourue. J'étais un officier commandant, qui venait d'identifier une menace hostile, et qui se préparait maintenant à l'éliminer selon ses propres termes, et son propre calendrier. Ce n'est pas de ta faute, David. C'est ma guerre, contre ma propre famille pourrie, et il est temps que ça se termine. Que ça se termine complètement. Nous nous sommes garés dans l'allée. J'ai traversé la maison, exécutant une séquence de verrouillage méthodique avec une précision mécanique. La porte d'entrée a été fermée à clé et au verrou. La porte coulissante du patio arrière a été sécurisée. Le système d'alarme a été armé. J'ai accompagné les filles à l'étage en silence. Zara est allée dans sa chambre sans un mot. Sa mâchoire était serrée, une fureur dangereuse, silencieuse et bouillonnante, couvant derrière ses yeux sombres, ce qui m'a rappelé mon propre reflet à l'âge de 13 ans. Je me suis agenouillé à côté du lit de Chloé, j'ai remonté la douce couverture couleur lavande jusqu'à son menton, et j'ai déposé un long baiser sur son front. J'ai tenu sa petite main jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, trouvant le rythme profond et régulier d'un sommeil épuisé. J'ai regardé ses paupières papillonner, mémorisant le poids minuscule de ses doigts recroquevillés autour des miens. Je suis resté là pendant une minute entière, silencieuse. Puis je me suis levé, j'ai marché dans le couloir moquetté, et j'ai laissé le rôle de mère accroché à la poignée de porte derrière moi. Le bureau m'attendait au bout du couloir. Je suis entré, et j'ai tourné le lourd pêne dormant en laiton. Le clic fort et satisfaisant de la serrure m'a scellé à l'intérieur. J'ai allumé le terminal crypté de niveau militaire sur mon bureau. La lumière bleue, froide et perçante des deux moniteurs, a balayé mon visage dans la pièce plongée dans l'obscurité totale, sculptant des ombres anguleuses et nettes sur les murs et le plafond. Mes doigts se sont déplacés sur le clavier mécanique sans hésitation, contournant les couches de sécurité biométrique avec une efficacité automatique et rodée. J'ai plongé directement dans les portails bancaires centraux, ceux qui contrôlaient mes vastes comptes d'investissement et la toile complexe des transferts mensuels automatisés, que j'avais construit 3 ans auparavant pour empêcher la vie de mon frère d'imploser. J'ai affiché l'architecture financière sur l'écran de gauche. Les chiffres brillaient en vert sur le fond noir.
Chaque ligne était répertoriée et précise, 6 500 € automatiquement virés le premier de chaque mois, pour couvrir l'hypothèque de son immense manoir, obtenu frauduleusement. 3 000 € programmés pour les frais de scolarité de son fils aîné dans une école préparatoire privée d'élite, où les frais annuels dépassaient le revenu médian d'une famille américaine. 2 000 € déposés sur un compte de luxe récurrent, finançant les rendez-vous hebdomadaires au spa de Patricia, ses soins capillaires mensuels, le renouvellement trimestriel de sa garde-robe, et les sacs à main de créateurs qu'elle balançait lors des galas de charité. Comme des trophées qu'elle aurait mérités. J'ai fixé les chiffres. J'ai senti ma mâchoire se serrer à en grincer. Chaque euro sur cet écran avait été saigné de mon corps, à travers des déploiements militaires éreintants, des gardes de 16 heures dans le centre de commandement, et des risques boursiers calculés qui me tenaient éveillé à 3 heures du matin, fixant les téléscripteurs boursiers. Et tout cela était siphonné par des parasites ingrats. Des gens qui avaient remboursé mon sacrifice en m'agressant physiquement en public, et en apprenant à leurs enfants à traiter mes filles de déchets sans valeur. En tant qu'officier supérieur commandant en cyberguerre, j'étais rigoureusement entraîné à identifier les menaces hostiles, à les neutraliser avec un préjugé extrême, et à démanteler leurs capacités opérationnelles sans hésitation ni sentiment. Ce soir, la menace la plus dangereuse pour la sécurité et le bien-être de ma famille était ma propre lignée. Le temps de la tolérance silencieuse avait officiellement, et irrévocablement, expiré. Je n'ai pas hésité une seule fraction de seconde. Il n'y avait aucune loyauté persistante, aucun pincement d'affection fraternelle de dernière minute, aucun fantôme d'une enfance partagée tendant la main pour m'agripper. Mon doigt planait régulièrement au-dessus de la souris, aussi calme et précis qu'un doigt de détente reposant sur une cible hostile confirmée de grande valeur. Clic, le virement hypothécaire mensuel de 6 500 € fut définitivement supprimé du registre bancaire. Clic. Le mandat pour les frais de scolarité de l'école privée d'élite fut entièrement effacé du serveur, sans laisser de traces. Clic, l'allocation de luxe fut terminée. Chaque ligne de crédit secondaire fut systématiquement gelée. Chaque futur numéro de routage sortant, connecté au nom de mon frère, fut bloqué de manière stricte. Une décision finale qui ne pouvait être annulée par personne d'autre que moi. J'ai refermé brutalement le lourd ordinateur portable. L'obscurité totale et soudaine de la pièce m'a enveloppé comme une vague de silence pur, net et absolu. L'exécution financière était terminée. Les appareils de maintien en vie avaient été débranchés avec une précision chirurgicale. Je suis resté immobile dans le noir. Les mains à plat sur le bureau, respirant calmement, mon rythme cardiaque redescendant au niveau bas et contrôlé d'un soldat ayant accompli l'objectif de sa mission. À présent, je m'asseyais simplement dans le calme, attendant que les parasites se vident de leur sang. Des semaines se sont écoulées dans un silence merveilleux et ininterrompu pour notre foyer. Les filles ont guéri lentement, mais visiblement. Zara a rempli un carnet de croquis entier avec des dessins aux fusains de châteaux fortifiés et de femmes en armure à cheval. Elle appuyait si fort ses crayons sur le papier, que les lignes laissaient des rainures sur la table de la cuisine en dessous. Chloé a ri au petit déjeuner pour la première fois depuis le barbecue. Elle a accidentellement renversé son bol de céréales, en voyant une vague de lait cascader sur le devant de son haut de pyjama. Elle s'est couvert la bouche et a gloussé, et le son que cela a produit m'a touché quelque part profondément derrière mes côtes, dans un endroit dont j'avais oublié l'existence. David s'est plongé dans son travail d'architecte, étalant des plans massifs sur la table de la salle à manger, chaque soir. Ses mains étaient fermes, ses coups de crayon précis. Le rythme tranquille de sa créativité ancrait notre maison dans une stabilité qui semblait méritée, et non héritée. Je conduisais jusqu'à la base chaque matin avec une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Je commandais mon unité cybernétique avec l'intensité concentrée et allégée d'un officier qui a finalement éliminé la taupe la plus dangereuse de sa propre opération. De l'autre côté de la ville, fonctionnant sur un compte à rebours dont ils ignoraient même l'existence, les bombes silencieuses et invisibles que j'avais plantées au cœur de leur infrastructure financière ont commencé à exploser, selon le calendrier prévu. Les systèmes automatisés de la banque se sont déclenchés en premier. Des avis de saisie agressifs, rédigés de manière formelle, sont arrivés par courrier recommandé à la porte d'entrée du manoir. Ils étaient tamponnés à l'encre rouge, supprimant toute période de grâce et toute option de report qu'État n'avait jamais reçue. L'administration de l'école privée d'élite a suivi quelques jours plus tard. Ils ont expédié des appels téléphoniques urgents et des emails menaçants dans la boîte de réception personnelle de Patricia. Ils promettaient l'expulsion immédiate et non négociable de leur fils, si le solde impayé des frais de scolarité n'était pas réglé dans son intégralité, avant la fermeture des bureaux vendredi.
L'humiliation finale a frappé Patricia là où ça faisait le plus mal, en public. Elle se tenait au comptoir de réception, en marbre poli, du spa exclusif qu'elle visitait chaque jeudi depuis 3 ans. Elle a glissé négligemment sa carte de crédit platine sur la surface, avec la confiance lasse et rodée d'une femme à qui on n'avait jamais rien refusé de sa vie. Le terminal a émis un bip strident, refusé. Sa main parfaitement manucurée s'est figée pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Elle a sorti une deuxième carte de son portefeuille de créateur, et l'a glissée à son tour, avec un sourire pincé. Refusé. Une troisième carte, refusée. La réceptionniste, formée à l'art spécifique de gérer exactement cette espèce d'humiliation, l'a regardée avec une expression polie et compatissante, qui en disait plus long que 1000 mots. Patricia a arraché ses cartes du comptoir, les a fourrées dans son sac à main, et a franchi les portes en verre dépoli sans dire un mot, ses talons claquant de façon inégale sur le sol en marbre. Les murs lourdement hypothéqués de leur manoir fabriqué de toutes pièces se refermaient rapidement, et la pression écrasante ne faisait que commencer. Malgré l'effondrement financier catastrophique qui s'intensifiait et consumait chaque recoin de leur vie, Patricia était encore beaucoup trop arrogante, beaucoup trop profondément retranchée dans sa propre mythologie délirante du fonctionnement du pouvoir, pour m'appeler directement. Dans sa réalité fabriquée, j'étais toujours la pauvre petite boniche aride du gouvernement, qui avait épousé un architecte à succès, le véritable soutien de famille, le véritable décideur, David. Elle a donc dirigé tout son arsenal de panique, de désespoir et de fureur manipulatrice, directement sur mon mari, se méprenant fondamentalement et fatalement sur l'endroit où résidait le véritable pouvoir dans notre mariage. Le téléphone de David bourdonnait et vibrait sans relâche sur sa table à dessin en verre, jour et nuit. Il tremblait contre la surface comme un insecte piégé. Les messages vocaux s'accumulaient en une tour grandissante de sanglots frénétiques et hystériques. Les SMS arrivaient par salves rapides et chaotiques, oscillant sauvagement entre la manipulation émotionnelle calculée, et une rage hurlante, brute et déséquilibrée. « David, pourquoi as-tu coupé l'argent ? La banque saisit la maison. Tu ne peux pas être aussi cruel. David, s'il te plaît, n'écoute pas ta folle de femme. Tu ne peux pas abandonner la famille d'Ethan comme ça, le sang est plus épais que l'eau. David, décroche le téléphone. Nous avons besoin de toi. Tu es le seul homme raisonnable ici. » David levait l'écran lumineux pour que je puisse lire, chaque soir au dîner. Il secouait lentement la tête, avec une expression de pur dégoût absolu devant l'audace époustouflante d'une femme qui avait frappé physiquement sa femme et traité ses enfants de bâtards, et qui le suppliait maintenant pour avoir de l'argent. Je n'ai même pas scié. Je lui ai dit de continuer à l'ignorer. De laisser le silence la dévorer vivante. C'est finalement un désespoir étouffant et absolu qui a forcé la main de Patricia. C'était lors d'un mercredi après-midi sombre et pluvieux, 3 semaines plus tard. Elle a tendu une véritable embuscade à mon mari dans ce petit café chic et tranquille, situé à un pâté de maison à l'est de son cabinet d'architecture. C'était un endroit qu'il visitait chaque après-midi, pour un simple expresso et 30 minutes de lecture silencieuse. Elle s'est affaissée sur la chaise, directement en face de lui, sans une salutation, sans un bonjour, sans la moindre trace de la façade de mondaine glamour, trinquant au champagne, qu'elle portait comme une seconde peau depuis une décennie. Elle avait l'air choquante, hagarde. Son maquillage de créateur hors de prix était gravement étalé à cause de ses pleurs. Le mascara créait des traces sombres et humides sur ses 2 joues, comme des fissures se propageant sur de la porcelaine. Ses cheveux méchés pendaient en touffes sales et emmêlées. Elle arborait ce regard frénétique, fuyant, d'un animal acculé, qui vient soudainement de découvrir que les mâchoires en acier d'un piège se sont déjà refermées sur ses 2 pattes. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. Elle s'est lancée directement dans un monologue larmoyant, bruyant et agressivement victimaire. Sa voix était assez aiguë et brisée pour attirer les regards horrifiés et mal à l'aise de tous les clients du café. « David, tu es trop cruel. Comment peux-tu jeter la famille de ton frère à la rue, juste à cause d'une petite querelle de bonne femme ? Juste à cause d'un moment de colère. Tu écoutes cette folle de femme et tu coupes tout. Tu es le pourvoyeur. Tu es le seul raisonnable. Pourquoi laisses-tu Amber te manipuler comme ça ? Cette famille a besoin de toi. » David est resté parfaitement immobile pendant toute la durée du spectacle. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas bougé sur son siège. Il l'a laissé parler jusqu'à ce que les mots se tarissent. Elle est restée assise là, la poitrine haletante, le mascara dégoulinant sur la nappe blanche, attendant que le pourvoyeur, l'homme raisonnable,
ouvre son portefeuille et fasse disparaître le cauchemar. Il a tendu une main, en avant, et a posé doucement, délibérément, sa petite tasse d'expresso sur la soucoupe en porcelaine. La céramique a cliqueté doucement, contre le silence tendu de la pièce. Il a penché ses larges épaules sur la table étroite. Ses yeux sombres et stables se sont verrouillés sur les siens. Ils étaient chargés d'un mépris si froid, si contrôlé, si précisément dévastateur, qu'il a stoppé ses sanglots au milieu d'une respiration, comme si quelqu'un avait plongé la main dans sa poitrine pour lui presser les poumons. Patricia, ferme ta bouche, et écoute attentivement. Premièrement, tu dois connaître la vérité sur cet argent. L'argent qui t'a permis d'agir avec tant de supériorité pendant toutes ces années. Chaque centime qui a sauvé ta famille. Qui a empêché ta façade sociale de pacotille de s'effondrer depuis 3 ans, n'est pas mon argent. C'est le salaire d'Amber. C'est l'argent de sa carrière militaire, de son sang, de sa sueur, et de ses investissements intelligents. La femme même que tu as toujours rabaissée. En la traitant de pauvre, de stérile et d'échec, a payé à elle seule l'hypothèque de la maison dans laquelle tu vis, et a payé les vêtements que tu portes sur le dos. Le visage de Patricia s'est complètement relâché. Sa mâchoire s'est décrochée. Ses doigts ont lâché la serviette froissée qu'elle étranglait, et celle-ci est tombée doucement sur ses genoux. Ses lèvres peintes ont bougé sans émettre le moindre son, pendant plusieurs secondes. Son cerveau court-circuitait visiblement, et toute sa vision du monde, fabriquée de toutes pièces, se fissurait en plein centre, comme un pare-brise frappé par un rocher à pleine vitesse sur l'autoroute. Non, c'est impossible. Elle. C'est juste un petit soldat sans importance. David n'a pas scié. Il ne s'est pas adouci. Il s'est penché d'un centimètre supplémentaire, et a enfoncé la lame plus profondément. Deuxièmement, tu as constamment dégradé Amber, la traitant de femme inutile et stérile. La vérité, c'est que la personne diagnostiquée avec une infertilité masculine. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu avoir d'enfant biologique. C'est moi. Amber est en parfaite santé. Mais elle a choisi de prendre ce stigmate sur elle, absorbant tous les regards méprisants. Acceptant l'humiliation de ta famille, juste pour protéger mon honneur et ma dignité de personne conservatrice, cruelle et ignorante comme toi. Elle a enduré ça pendant 17 ans, parce qu'elle m'aime vraiment. Et toi, tu n'aimes que ton statut vide et creux. Il s'est redressé, a glissé la main dans la poche poitrine de sa veste, en a sorti un billet neuf de 100 €, et l'a posé à plat sur la nappe blanche immaculée, à côté de son expresso intact. Il s'est levé. Il a boutonné l'unique bouton de sa veste de costume, avec une précision calme et mesurée. Puis, il s'est retourné et est sorti du café sans un regard en arrière. Il a laissé Patricia assise seule sur sa chaise, la bouche toujours grande ouverte, les joues zébrées de mascara brillant sous les suspensions lumineuses. C'était une femme en train de regarder chacun des piliers de sa réalité construite s'effondrer en décombres fumant autour d'elle, pendant que tout un café rempli d'inconnus la dévisageait sans dire un mot. Opérant depuis la sécurité absolue de ma base de commandement, j'ai mobilisé Jessica Sterling, mon avocate. C'était une ancienne officier du JAG, corps du juge-avocat général, qui possédait la chaleur professionnelle d'un scalpel et le style de négociation d'un missile à tête chercheuse. Nous avons coordonné une attaque sur 2 fronts, avec la précision synchronisée d'une opération militaire. Premièrement, Jessica a obtenu des déclarations sous serment en béton armé, de la part de mes collègues au gradé de la marine. Ils avaient été témoins de chaque seconde de l'agression au barbecue. Armée du témoignage indéniable d'officiers fédéraux décorés, elle a déposé des accusations pénales immédiates et sévères contre Patricia, pour agression sur un membre des forces armées en service actif. Une ordonnance d'éloignement d'urgence a été émise dans les 48 heures. Elle était non négociable et juridiquement contraignante, créant un mur invisible de protection fédérale autour de ma famille, que Patricia ne pouvait franchir sans risquer une arrestation immédiate. Deuxièmement, j'ai personnellement remis le dossier méticuleusement compilé des relevés de revenus falsifiés d'Ethan, directement entre les mains de la division interne de gestion des risques et de conformité de la banque. C'étaient exactement les documents frauduleux qu'il avait utilisés pour obtenir cette hypothèque massive. La réponse de l'entreprise a été rapide, et totalement dépourvue de pitié. Face aux preuves documentées d'une fraude financière à grande échelle, orchestrée par un courtier qui avait déjà été mis sur liste noire pour délit d'initié, la banque a agi avec une rapidité qui a surpris même Jessica. Ils ont gelé l'intégralité des comptes personnels et conjoints restants de mon frère, en 72 heures. Le processus de saisie a été accéléré de manière agressive,
contournant tous les avertissements et périodes de grâce habituelles. Des agents de terrain sont arrivés sur la propriété pour la mettre formellement sous scellé. Le manoir, la façade étincelante, les pelouses entretenues, le garage pour 3 voitures remplies de véhicules de luxe en location. Tout cela a été enveloppé de rubans jaunes et d'avis légaux, comme une scène de crime. Ethan se noyait sous un déluge d'assignations à comparaître, de dates de tribunaux pénaux, et d'avis d'expulsion brutaux. Chacun arrivait par courrier recommandé, avec la régularité mécanique d'un métronome, égrenant les dernières secondes d'une vie construite entièrement sur du temps emprunté et du crédit volé. Complètement brisé, en faillite, et noyé sous les menaces judiciaires, mon frère a tenté un dernier coup de désespoir. Il m'a appelé directement, pour la première fois depuis des mois. Sa voix était fêlée et méconnaissable. Il m'a supplié d'accepter un dîner, une rencontre, une chance de s'excuser en personne et de négocier une trêve. Il a promis des remords larmoyants. Il a promis que Patricia s'agenouillerait devant mes filles et implorerait leur pardon. Il a invoqué le nom de notre mère 3 fois en 90 secondes, le brandissant comme un bouclier fait de papier de soie. J'ai accepté l'invitation. Non pas pour me réconcilier, mais pour assister à la fin. Le restaurant était faiblement éclairé, huppé, niché dans un coin tranquille du quartier des affaires. Le salon privé à l'arrière possédait des boiseries sombres, et une seule lampe suspendue jetait un cône de lumière ambrée sur la table en verre. David et moi sommes arrivés ensemble, côte à côte, et avons pris place en face des ruines fumantes de ma famille. Patricia était assise, voûtée, à côté d'Ethan. Elle était totalement méconnaissable par rapport à la mondaine faisant tourbillonner son champagne, qui m'avait giflé 8 semaines plus tôt. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, ni vêtements de créateur. Son visage était creusé, ses yeux bouffis et cernés de noir. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre sur ses genoux, comme si elle essayait physiquement de se maintenir en un seul morceau. Chaque once de venin arrogant avait été drainé de son corps. Elle ne laissait derrière elle qu'une coquille cassante et fantomatique, qui tressaillait lorsque le serveur posait un verre d'eau. Ethan a commencé à pleurer avant même l'arrivée des entrées. Il a pressé une serviette en tissu contre son visage, sa voix se brisant alors qu'il se penchait à travers la table en verre. « Amber, s'il te plaît. Nous sommes de la même famille. Le sang est le lien le plus fort du monde. » Il a sangloté, les larmes coulant dans son col. « Tu dois nous donner une seconde chance. Je vais obliger Patricia à s'agenouiller sur ce sol en ce moment même, devant tes filles, et à implorer personnellement leur pardon. Pense à maman. Amber. Ça va lui briser le cœur. Ça va la tuer de voir notre famille déchirée comme ça. S'il te plaît, dis aux avocats d'arrêter. » Je me suis assise en face de lui, le dos fermement pressé contre la banquette en cuir, les bras étroitement croisés sur ma poitrine. Je regardais sa bouche bouger, et j'écoutais les mots se déverser pour atterrir sur la table en verre entre nous, comme des feuilles mortes. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de chagrin, pas d'amour. Un détachement clinique, total et absolu. Le genre de détachement qu'un chirurgien ressent lorsqu'il regarde la radiographie d'un os qu'il a déjà décidé de couper. Je l'ai laissé finir. J'ai laissé le silence, épuisant et étouffant, s'étirer sur la table jusqu'à devenir physiquement inconfortable. Jusqu'à ce que Patricia s'agite sur son siège, et que les yeux humides et désespérés d'Ethan fassent des allers-retours entre mon visage et celui de David, cherchant frénétiquement la moindre faille dans nos expressions qu'il pourrait exploiter. Puis, j'ai bougé lentement, méthodiquement, avec la précision délibérée d'une femme qui avait répété ce moment 1000 fois dans son esprit. J'ai plongé la main à côté de ma chaise, j'ai débouclé le lourd fermoir en laiton de mon porte-documents en cuir, et j'en ai retiré 2 épaisses piles reliées de documents légaux. Je les ai levés à la hauteur de la table, je les ai maintenus là pendant une seconde en suspension, puis je les ai claqués sur la surface immaculée de la vitre. Le bruit sourd et résonnant fit écho dans le salon privé, tel le marteau d'un juge frappant son socle. Il n'y a aucune réconciliation possible ici. Tu as choisi ce résultat, le jour où Patricia a levé la main pour me gifler et a traité mes enfants de déchets. J'ai passé 17 ans de ma jeunesse et de mon argent à tolérer des tumeurs déguisées en parents. Essayant de protéger cette famille fausse et pourrie. Mais ma limite a été atteinte. Ma patience a disparu. Ce dîner n'est pas une table de négociation. C'est pour moi l'occasion de voir, de mes propres yeux, que vous recevez votre juste condamnation. À partir de cette seconde. En franchissant cette porte, il n'y a plus de lignée, plus de famille entre nous.
Vous paierez chèrement chaque centime menti, chaque mot cruel. Bonne chance au tribunal. Vous en aurez besoin. David et moi nous sommes levés, dans un unisson parfait. Il a placé sa main dans le creux de mon dos. Je n'ai pas baissé les yeux vers le visage décomposé de mon frère. Je n'ai pas regardé la coquille vide et tremblante de Patricia. J'ai ramassé mon porte-documents, redressé les épaules, et franchi la lourde porte en bois du salon privé. J'ai traversé le restaurant, pour ressortir dans l'air frais de la nuit. J'ai pris une grande, profonde respiration. L'air avait un goût de pureté. Le ciel était clair. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Plusieurs mois ont passé. Le nouvel ordre de notre foyer, paisible et inébranlable que j'avais bâti, s'est cimenté avec la permanence tranquille du béton prenant autour d'une armature. La banque d'affaires a formellement expulsé mon frère et sa femme du manoir, saisissant le moindre de leurs actifs restant liés à son nom. Ils ont déménagé dans un appartement exigu et mal éclairé, dans la périphérie industrielle de la ville. Le genre d'endroit où les lumières des couloirs clignotent, et où les murs sont assez fins pour entendre chaque dispute à 3 portes de là. L'ordonnance d'éloignement en béton armé a tenu bon, sans être contestée. Ils n'existaient plus désormais que comme des fantômes lointains, de l'autre côté d'un mur légal que j'avais construit de mes propres mains, et avec mon propre argent. Diego et Matteo, les neveux plus âgés qui avaient grandi en roulant sur les banquettes arrière de berlines de luxe de location, et qui suivaient des cours dans une institution arborant du latin sur son blason, ont abandonné leurs universités à quelques semaines d'intervalle. Ils passaient leur nuit à faire la plonge et à débarrasser des tables collantes dans des restaurants, juste pour couvrir leur loyer. Le faux empire scintillant de la famille Ortiz n'était plus que de la poussière dispersée par le vent, emportée par les mêmes courants qui l'avaient autrefois gonflé. Au milieu de ces décombres, un seul courrier inattendu est arrivé à notre portail. Je l'ai remarqué dans la pile de factures et de prospectus publicitaires. Une enveloppe blanche toute simple, sans adresse d'expéditeur. Mon nom était écrit sur le devant, d'une écriture appliquée mais légèrement irrégulière. Je l'ai ouverte en me tenant dans le couloir, adossé au mur. À l'intérieur, il y avait 2 pages de papier à cahier, couvertes de l'écriture soigneuse et délibérée d'un garçon de 14 ans. Lucas. Il écrivait à Zara et Chloé, pas à moi. Il s'excusait avec une brutalité, avec une honnêteté confessionnelle si brisée, que je ne le croyais sincèrement pas capable de produire. Il admettait, mot douloureux après mot douloureux, qu'il avait été empoisonné par la haine toxique de ses parents. Qu'il avait répété leurs mots sans comprendre ce qu'ils signifiaient, ni quels dégâts ils pouvaient causer. Qu'il avait entendu sa mère prononcer ces phrases exactes à propos de mes filles, à la table du dîner, des dizaines de fois. Et qu'il les avait absorbées comme une éponge absorbe l'eau sale, faute de savoir faire autrement. Il écrivait qu'il avait honte. Qu'il voulait être différent. Qu'il allait forger son propre chemin, aussi loin de leur délire que ses jambes pourraient le porter. Je lisais la lettre en me tenant parfaitement immobile dans le couloir. Quand j'ai fini la 2e page, j'ai glissé délicatement le papier dans l'enveloppe, et j'ai senti un sourire sincère, sans défense, étirer les coins de ma bouche pour la première fois depuis des mois. Le cercle vicieux et générationnel de toxicité avait été brisé chez au moins l'un d'entre eux. Un seul, c'était suffisant. Une soirée tranquille, au cœur de l'hiver, s'est posée doucement sur notre maison. Le genre de calme qui n'apparaît que lorsqu'une épaisse couverture de neige isole chaque surface, chaque toit, chaque branche d'arbre dénudée, assourdissant le monde en un profond silence cotonneux. La cheminée en pierre crépitait régulièrement dans le salon, projetant une lueur dorée, chaude et vacillante, sur le parquet en chêne. Elle éclairait le tapis à motifs épais, où Zara était allongée sur le ventre, complètement absorbée par un croquis détaillé au fusain d'un chevalier médiéval. David était assis dans son fauteuil en cuir près de la fenêtre, lisant un épais livre relié sur l'ingénierie structurelle. De temps à autre, il levait les yeux de ses pages, et croisait mon regard avec une intensité sombre et stable, pleine d'une gratitude profonde, silencieuse et durable, qui en disait plus long que n'importe quelle phrase qu'il avait jamais construite. Chloé est montée maladroitement sur le canapé à côté de moi, serrant un coussin en velours doux contre sa poitrine. Elle a niché sa petite tête chaude en toute sécurité sous mon menton, ses cheveux fins sentant le shampoing sucré à la fraise. Elle s'est installée contre mon corps, avec la confiance totale et absolue d'un enfant qui n'a jamais eu de raison de se demander si les bras qui le tiennent allaient le lâcher. Elle est restée silencieuse un long moment, regardant le feu danser derrière la grille en verre. Puis, elle a levé vers moi de grands yeux, incroyablement innocents, sa voix douce et véritablement curieuse. « Maman, qu'est-ce que la famille signifie vraiment ?»
Est-ce que ce sont seulement les gens qui t'ont donné naissance, qui partagent ton sang, qui font une famille? J'ai enroulé mes 2 bras solidement autour de son petit corps. J'ai pressé un baiser long, lent et tendre sur son front chaud. J'ai regardé à travers la pièce vers David, dont le livre s'était abaissé sur ses genoux, et dont les yeux brillaient à la lumière du feu. J'ai baissé les yeux vers Zara, qui avait arrêté de dessiner et me regardait depuis le tapis, le menton posé sur ses bras croisés, attendant. J'ai pris une inspiration qui a rempli mes poumons complètement, pour ce qui m'a semblé être la première fois en 27 ans. La vraie famille n'est pas une question de sang ou d'ADN, Chloé. La vraie famille, ce sont les personnes prêtes à se lever, à se battre à tout prix pour se protéger mutuellement, à s'aimer inconditionnellement. Et à ne jamais laisser personne piétiner la dignité de l'autre. Et je serai toujours là, la guerrière la plus forte, pour protéger notre famille de toutes les tempêtes. Chloé a souri, un sourire radieux et éclatant qui a illuminé tout son visage. Elle a fermé les yeux, s'est nichée lentement plus profondément dans mes bras, et s'est endormie. Infiniment en sécurité dans l'étreinte d'un commandant qui avait enfin gagné sa plus grande, et plus importante guerre. La vraie famille se construit sur une loyauté et un respect féroce, et non pas juste sur un nom de famille partagé ou une génétique toxique. Si mon parcours pour protéger ma véritable famille a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et partager dans les commentaires ci-dessous comment vous avez construit votre propre famille de cœur.